Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau talk de la Product Week en mode Winter Edition. Comme vous pouvez le voir avec le cadre et nos invités, on entend presque le feu qui crépite. Alors je tiens à remercier particulièrement Tiga et la BPI Le Hub d'organiser cet événement et de me permettre de l'animer. Je vais me présenter rapidement avant de présenter nos invités. Donc, je m'appelle Gabriel Zanto. Je suis CPO chez Magellan, qui est une plateforme audio. Je suis également le host d'un podcast autour du produit qui s'appelle La French Touch Podcast. Et je suis co-organisateur avec Pauline, ici présente, de l'événement annuel dédié au produit, la Product Conf. Alors, comme vous le savez déjà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la durée de notre talk et nous y répondrons dans une session dédiée. Alors, assez parlé de moi, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir nos deux invités, deux product leaders, où on va parler de la thématique de la relation entre les fondateurs et le ou la responsable du produit. Alors, j'ai Pauline, bonjour. Bonjour Gabriel. Pauline qui est VP Product chez PlayPlay et Stéphane qui est CPO chez Care. Bonjour Stéphane. Bonjour Gabriel. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Tout va bien. C'est Ça bon, va. jusqu'ici On se sent bien, on se sent bien. D'accord. Je vais vous présenter rapidement. Donc Pauline, tu es donc, comme je disais, VP chez PlayPlay. Tu as fait des études d'ingénierie et tu es parti directement ensuite aux États-Unis où tu as travaillé pendant plusieurs années, pendant plus de 4 ans là-bas directement dans le product management, avant de revenir en 2016 en France où tu as été Head of Product chez Balinea. Et depuis maintenant plus de 2 ans et demi à peu près, tu es donc en charge du produit chez PlayPlay. Tout à fait. Voilà. Donc PlayPlay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui permet aux entreprises de créer des vidéos. C'est extrêmement simple d'utilisation. C'est un peu l'équivalent d'un Canva, mais pour la vidéo. Stéphane, qui a donc plus de 20 ans d'expérience. Je ne vais pas refaire ton parcours, mais pareil, tu as fait des études d'ingénieur et tu as travaillé notamment plus de 10 ans chez SFR. Tu as été fondateur, tu as créé une entreprise 4G Analytics qui a été rachetée. Et après, de manière significative, tu as été CPO chez Mythic, Match Europe, chez BetClick, chez Malte. Et depuis quelques mois maintenant, tu es CPO chez Care. Alors Care, c'est une solution de téléconsultation très pratique pour permettre en fait à tout un chacun de pouvoir consulter, avoir une consultation auprès de son médecin généraliste, des spécialistes ou n'importe quel professionnel de santé. Et ça permet à ces praticiens justement de pouvoir suivre de manière précise et régulière les utilisateurs et surtout les patients. Alors, la thématique du jour, c'est la relation entre fondateur et responsable produit. On a tendance à dire que d'habitude, c'est le fondateur qui est un peu le premier product manager dans sa start-up, dans son entreprise. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, il peut y avoir un besoin qui se crée d'avoir une personne responsable et dédiée sur le produit. Et c'est là où justement la relation s'installe et où potentiellement les problèmes ou le besoin de synchronisation apparaît. Alors on va commencer par ça, s'il vous plaît, tous les deux. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire un peu dans quel contexte vous avez eu à évoluer avec des fondateurs, respectivement? Peut-être commencer par Pauline. Oui, alors moi j'ai travaillé directement avec 2 fondateurs. Chez Balinea, c'était une fondatrice, donc c'est suffisamment rare pour le souligner, Valérie. Et donc moi j'arrivais, la société était déjà assez mature et je reprenais une petite équipe produit pour apporter les bonnes pratiques et créer vraiment une culture produit chez Balinea. Et chez PlayPlay, je travaillais avec un fondateur, Thibaut, et j'ai eu la chance d'arriver en tant que première PM/Head of Product. À l'époque, on était une petite dizaine, donc vraiment très très tôt dans l'aventure. Et aujourd'hui, on est à peu près 80. D'accord. Stéphane, de ton côté? Alors de mon côté, j'ai eu la chance de travailler au moins à 3 reprises avec des fondateurs, plutôt dans des sociétés un peu plus matures, un peu plus grandes. En termes de taille d'équipe, on va dire entre 100 et 400 personnes. En termes de taille d'équipe produit, entre une dizaine de personnes et une cinquantaine. Donc des problématiques où je n'étais pas forcément le premier responsable produit à arriver dans la société, même si effectivement une fois ça a été une création de poste, mais en général je remplaçais des CPO ou des VP Product existants. Et surtout j'ai alterné entre des sociétés dans lesquelles le CEO était fondateur et des sociétés dans lesquelles le CEO était nommé par le board des actionnaires. Alors il n'y a pas un modèle, enfin je ne suis pas là pour dire qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des vraies différences significatives dans la manière dont ils ont un rapport avec les équipes produits, avec le produit de la société en général. D'accord, très bien. Il y a un point clé, je pense, pour commencer, c'est justement comment vous arrivez à créer ce rapport de confiance, puisque je pense que la confiance est un élément clé. Comment vous arrivez à créer ça avec les fondateurs quand vous arrivez, soit en tant que premier ou première PM, ou soit en tant que quand vous êtes à la tête déjà d'une équipe? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui est important et comment ça se met en place? La première chose, c'est d'arriver très humble. On arrive en tant qu'expert du produit, mais on ne connaît rien à la société, on ne connaît rien aux produits, probablement pas grand-chose au marché, ni aux utilisateurs. Et donc la tentation, elle est très forte quand on arrive, de dire bah voilà, on va faire la première roadmap, on va faire ci comme ça, comme ça. Et je pense que ça peut vraiment brusquer le fondateur, qui quand même a créé la société. Et donc, il faut vraiment, pour moi, avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de curiosité pour un peu gagner sa légitimité et aller creuser le marché, aller rencontrer des utilisateurs, prendre ce temps en fait et pas faire l'économie de ce temps pour aller directement dans des choses plus pratiques, organisationnelles, etc. Et il faut surtout résister à l'envie de faire sa première roadmap. On arrive, on a envie de faire sa première roadmap. En fait, on n'y connaît rien. Et donc, je pense qu'il faut savoir se remettre en retrait, apporter de la valeur quand même en posant les bonnes questions, en apportant une approche un peu produit, peut-être un petit framework qui peut aider, notamment dans les petites sociétés où parfois la notion de priorisation n'est pas encore très bien en place. Donc on peut apporter ça, mais il faut vraiment rester très humble et attendre de bien comprendre le secteur dans lequel on arrive et le produit dans lequel on arrive pour commencer à émettre des opinions face à un fondateur qui a créé sa société. Ouais, je pense pour compléter ce que tu dis, je suis 100% d'accord, c'est une question de gestion de timing. Quand on confie par exemple son bébé à quelqu'un, à une nounou, à une crèche, ça prend du temps avant de faire 100% confiance. Donc c'est pareil dans ce cadre-là, le fondateur c'est son bébé, donc il lui faut du temps. Donc effectivement il faut rester humble et ne pas rentrer directement dans des convictions versus convictions sur le produit. Dans mes différentes prises de poste, souvent effectivement j'avais pas le choix de devoir faire la roadmap en arrivant, donc faut arriver à le faire sans mettre trop en avant ses convictions. Et même si on a une légitimité et qu'on a l'expérience, il faut savoir se mettre en retrait. Moi, souvent, les fondateurs m'ont dit, à plusieurs reprises, ils m'ont dit tu vas avoir besoin entre 3 mois et 6 mois, en fonction de la complexité du produit, pour vraiment être dedans. Et je pense que c'est vrai. Avant les 3 premiers mois, c'est difficile d'avoir une discussion équilibrée. On va dire. En tout cas, il faut avoir l'humilité de se mettre en retrait. Et après, moi, ce que je pense, c'est que souvent, en fait, une bonne façon de créer cette confiance, c'est aussi de se positionner sur le management de l'équipe produit. En fait, souvent, les fondateurs, si c'est eux qui géraient l'équipe produit, ils n'avaient pas le temps de gérer toutes leurs sollicitations et de faire le management dans les règles de l'art, les entretiens annuels, la fixation d'objectifs, le relationnel au quotidien. Donc c'était très orienté souvent en delivery. Et donc en fait, en arrivant comme ça, entre guillemets, en cours de route, on a une vraie valeur ajoutée à récupérer un peu cette dette managériale moi j'ai constaté que systématiquement, et ce n'est pas une critique, il y avait une dette managériale. Et donc c'est important d'arriver et de montrer déjà la valeur ajoutée qu'on a en tant que manager d'une équipe produit. Est-ce que vous pensez, tu parlais de delivery, est-ce que c'est aussi un moyen exécuté pendant ce laps de temps où tu as besoin de monter en compétences et en connaissance sur ton marché et puis comprendre les relations humaines, est-ce que la delivery pourrait être aussi un moyen d'acter que tu es le bon choix, la bonne personne et quelque part de rassurer aussi le fondateur sur cet aspect-là? Ou ça peut venir après? Ou comment vous le voyez ça? La difficulté, c'est quand tu arrives, tu hérites des équipes, des process, du rythme qui est déjà en place. Donc en fait, les premiers mois, tu n'as pas vraiment d'impact sur le delivery. Ce serait prétentieux de dire qu'on a tout de suite un impact sur le delivery. Donc s'intéresser au delivery, c'est plus une façon d'être légitime vis-à-vis des équipes et aussi vis-à-vis des fondateurs. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un impact aussi rapide. Dans une petite structure, je pense que c'est plus facile. Ouais. Moi, les 2 expériences, effectivement, il fallait parfois juste créer un backlog, expliquer ce que c'était qu'un ticket, un sprint, etc. Et là, tout de suite, il y a des choses très visibles qui se passent dans la delivery dans les premières semaines. C'est pas toi qui décides des sujets, mais juste de dire on met la machine en route et on structure la delivery. Ça rassure aussi beaucoup, effectivement, le fondateur. Et là, tu touches à un point qui est la culture produit. On parle de termes qui sont déjà un peu techniques pour un fondateur qui n'est pas forcément habitué, même si, comme on disait, c'est peut-être le premier product manager. Delivery, backlog, ticket Jira, etc. Est-ce que c'est important d'éduquer, d'acculturer justement au produit les fondateurs? Comment vous voyez cet aspect-là dans la relation que vous créez? Je pense que pour moi, quand j'arrive, comme dans les 2 situations, j'étais un peu la première qui apportait cette culture-là, mais dans des structures encore assez petite où le fondateur était très curieux en fait de ce monde-là, c'est facile en fait de dire oui voilà moi je propose qu'on fasse ça, c'est les bonnes pratiques et à ce moment-là du stade de l'entreprise il a le temps et l'espace cerveau disponible pour apprendre ces choses-là en fait. Donc moi dans mon cas c'était plus simple dans les 2 situations. Après par contre là où ils découvrent, ils se disent tiens mais pourquoi il va aller rencontrer des utilisateurs?
parce que je pensais que son job c'était de shipper des tickets. Donc c'est plus là où aussi il y a pas mal d'éducation pour dire ah ok, en fait il faut aussi comprendre les utilisateurs pour pouvoir réfléchir à des bons problèmes, etc. Voilà. L'éducation a été plus compliquée sur cette partie-là que sur la partie délivrée. Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter ou si... Non, je pense que souvent on se flagelle en disant que la culture produit en France, elle n'est pas suffisamment développée. Comme toi, tu as connu des environnements US. Moi, j'ai vu ces 10 dernières années une prise de conscience et une acculturation très forte. Donc moi, j'ai trouvé que systématiquement, c'était relativement facile. Alors, il y aura toujours effectivement sur des aspects précis, sur la user research, on en reparlera tout à l'heure, d'éducation à faire. Mais globalement, moi je trouve que le niveau des fondateurs, quel qu'il soit, dans l'écosystème français, en fait, il est meilleur que ce qu'on peut des fois dire ou entendre. En tout cas, moi, mes expériences, elles étaient toujours assez faciles aussi sur cet aspect culture produit. Vous êtes en place, vous commencez à gérer les équipes, gérer la roadmap, légitime sur vos sujets. Comment vous impliquez les fondateurs? Et quel est justement, tu parlais de timing tout à l'heure, à quel moment vous les impliquez? Je pense que l'implication, en fait, pour moi, elle dépend de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est déjà la volonté du fondateur de s'impliquer. Donc ça, c'est quelque chose en général qu'on peut tester avant d'arriver dans une structure, ou en tout cas à poser les bases au départ. Donc c'est expliciter de manière très claire et transparente quel niveau d'implication le ou les fondateurs veulent avoir sur le produit. Ensuite, c'est une question aussi de timing, parce qu'en fait, il faut, je prenais l'exemple tout à l'heure de lâcher son bébé, en fait, il faut que le fondateur il fasse son deuil. Quand tu arrives et que tu es le premier responsable de l'équipe produit, que tu as structuré, honnêtement, ça prend du temps avant que le fondateur il arrive réellement à lâcher les rênes, même avec la meilleure volonté du monde. Moi, j'en ai connu qui étaient hyper open pour déléguer, et en vrai, ils avaient beaucoup de mal, et c'est seulement au bout de 1 an et demi, 2 ans, qu'ils arrivaient vraiment à lâcher. Ou alors quand on leur faisait sentir que les équipes, c'était compliqué pour les équipes d'avoir toujours quelque chose de très intrusif. Donc je pense qu'il faut vraiment être patient et faire son deuil. Et le dernier point, c'est bien mesurer les sujets sur lesquels le fondateur va vouloir s'impliquer. Il y a des fondateurs qui veulent vérifier tout le copywriting, donc tout ce qui sort en vision client, ils veulent le vérifier et ça peut être légitime. Hein. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi je veux vous débrouiller, je vais regarder uniquement les KPI post-lancement 1 mois après. Donc il y a vraiment des personnalités et des types de sujets différents. Donc c'est vraiment une question d'adaptation et je pense que c'est aussi on est aussi là pour ça, c'est arriver à s'adapter au contexte et au fondateur. Non, je suis d'accord, il faut vraiment être très à l'écoute de son fondateur sur ces sujets-là. Ouais. Et il faut s'adapter. S'il est très porté pareil sur les maquettes, le wording, le design, il faut respecter ça et il ne faut pas chercher faut pas avoir de l'ego et vouloir garder une certaine ownership sur ces sujets-là sous prétexte qu'on est responsable du produit. Dans les premiers temps, là je parle en tant que CPO, mais pour l'avoir constaté, effectivement, les premiers temps, il y a beaucoup d'interactions à ce niveau-là, façon de me rassurer, façon aussi de synchroniser un peu quelles sont les attentes, quel est le niveau d'exigence de chacun des côtés pour être sûr que on puisse déléguer par la suite. Tu parlais, Stéphane, du micromanagement ou de la volonté que peut avoir encore après quelques temps un fondateur, ce que Pauline appelait des fulgurances produits. Comment est-ce que vous gérez les fulgurances produits des fondateurs et potentiellement en fait, le fait qu'ils puissent aller directement voir les développeurs ou le product manager de votre équipe? Comment ça se gère ça? Je sais que ça peut revenir comme étant un peu perturbant, notamment quand on est responsable produit. Comment vous l'avez vécu et quelles clés vous pourriez donner? Les fulgurances produits, il faut les voir comme quelque chose de positif. Donc ce qu'on appelle une fulgurance chez PlayPlay, c'est une idée du fondateur qui peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui s'accompagne souvent d'une maquette PowerPoint. La base au départ, ça a été de définir déjà les canaux pour communiquer ça. Parce qu'au départ, il avait tendance soit à m'envoyer des WhatsApp à 2h du mat, soit à débouler à mon bureau en me disant « Ah, il faut qu'on parle d'un truc », à un moment où je n'étais pas du tout dans ce mindset. Donc voilà, donc on a créé des channels Slack dédiés où chacun peut donner son idée, les 3/4 du temps c'est les siennes. Mais déjà voilà, créer les bons canaux, je pense que ça c'est important pour dire il y a des moments où moi je suis pas prête à recevoir ton idée, il faut que tu respectes ça. Et puis ensuite il est super excité de son idée, il faut respecter ça. Il faut un peu jouer le jeu, quoi. Il faut dire ouais c'est super, ok, trop cool.
J'y avais pensé, je l'ai vu, ça me fait penser à un truc. Il faut rentrer un peu dans cette dynamique-là parce que lui, il y croit. Voilà. Et le dernier point, c'est, je pense que les fondateurs, ils ont plein d'idées sur plein de sujets parce qu'ils bossent sur 360 sur leur boîte. Et donc, moi, un point, c'était de leur assurer que c'était pris en compte, que c'était enregistré, que c'était documenté et que si c'était pas la priorité du moment, parce que souvent, ça, il arrive à le reconnaître, on l'oublierait pas en fait. Et donc un simple c'est bon, c'est enregistré dans Product Board, on l'a bien noté, en fait ça le rassure, du coup il peut décharger sa charge mentale de son idée et passer à une autre fulgurance sur un autre sujet, aller voir la responsable marketing par exemple. Passer à une autre équipe. Voilà, exactement. Okay. Donc ça a été vraiment trois leviers importants pour gérer ça et du coup le voir d'une façon positive et constructive. Ce qui est très énervant, c'est que souvent ces idées sont souvent bonnes et parfois si elles ne sont pas bonnes au l'instant T, elles sont encore plus pertinentes à l'instant 6 mois plus tard ou 1 an plus tard. Il a les idées un peu en avance par rapport à nos utilisateurs et à notre marché. Et donc quand on réouvre le problème sur Product Board et qu'on voit qu'il avait fait une maquette et que bon, en fait elle est quand même très très pertinente, donc, voilà. Toi Stéphane, comme tu expliquais, tu as été confronté à la fois des fondateurs et à des managers, ou alors des CEO qu'on a mis en place, etc. Est-ce que tu as retrouvé cette logique-là de, pendant le week-end, le CEO revient vers toi en disant « Bon, j'ai une idée, est-ce que tu peux me détacher une équipe de 3 devs et un PM pour qu'on avance là-dessus rapidement ?» Comment ça se… En fait, il n'y a pas de différence sur le fait qu'ils soient impliqués, ils aient des idées, même parfois intrusifs. Donc ça, c'est normal. Et j'ai envie de dire, c'est par définition un fondateur. Et moi, quand je l'ai été, j'y pensais jour et nuit. Jour et nuit, tu as des idées, et pas uniquement produits d'ailleurs. Hein. Donc on n'est pas les seuls à gérer cette relation. Hein. L'ensemble du comité de direction ou des équipes à le gérer en direct. Donc ça, c'est normal. Donc ça, c'est le premier point. Et il faut que ça continue. Et si la boîte en est là, c'est parce que justement, ils ont eu ce foisonnement d'idées et cette résilience pour les pousser. Donc il y a plein de façons de le gérer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, le fait de loguer les idées, de rassurer sur le fait qu'elles sont enregistrées. Pour moi, la situation la plus difficile est là où ça change entre effectivement un fondateur et un non-fondateur. Quand un fondateur va venir te voir avec une idée qu'il considère comme géniale, donc pas juste une idée comme ça, mais vraiment une idée qui va être… Donc ça peut être un projet stratégique qui va être game changer, on va lancer un nouveau produit avec un nouveau business model, donc vraiment un truc important sur lequel il miserait toute sa société, sa famille, etc. Donc il est vraiment convaincu, hein. Je ne parle pas d'une idée discutable. Et dans certains cas, ça va être, si on modifie tel CTS sur une landing page ou tel wording, on va faire x10 en conversion. Et la magie n'existe pas, donc en fait, en général, ce n'est pas le cas, mais il en est hyper convaincu. Donc tu dois gérer déjà des niveaux d'idées un peu différents. Et puis ensuite, la vérité, c'est-à-dire que comme pour tout le monde, sur chaque idée, il y en a 75% qui sont effectivement des idées excellentes. Il y en a 15% qui sont des idées discutables. Aucune idée n'est bonne ou mauvaise dans l'absolu, ça dépend du moment, etc. Mais pour schématiser, et dans ce cas-là, quand l'idée est discutable, je pense qu'il faut effectivement faire confiance au fondateur, parce qu'il a l'historique, il a la vision, il sait anticiper, même s'il n'a pas forcément tout le rationnel, donc il faut lui faire confiance. Donc ces 15% d'idées, j'ai envie de dire, il faut y aller. Et puis ensuite, il y a 10% d'idées qui sont catastrophiques. Il faut quand même l'avouer, ça nous est tous arrivé. Ouais. Et sur le coup, tu te dis, surtout quand c'est un fondateur, tu te dis, en fait, si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Tu as un doute, parce qu'en fait, qui tu es, toi, qui n'a pas construit de société au même niveau que lui l'a fait, pour remettre en question son jugement. C'est difficile d'arriver à s'opposer à ce moment-là, et pourtant, c'est un peu notre devoir de dire « je pense que ça ne va pas le faire, et je pense c'est une mauvaise idée, enfin une fausse bonne idée ». Et puis tu regardes autour de toi, puis tu t'aperçois qu'en fait, alors, sans remettre en cause l'autorité, la légitimité du fondateur, tu t'aperçois que tout le monde pense que c'est une mauvaise idée. Donc c'est là où ça devient compliqué, parce qu'il faut arriver à faire passer le message de manière objective, de manière positive. Il faut bien comprendre qu'en face de soi, on a quelqu'un qui, par définition, est hyper résilient. C'est-à-dire que s'il est arrivé là, c'est une des qualités essentielles des fondateurs, et moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ils avaient cette qualité-là, ils ont résisté à des gens qui leur disaient non pendant des mois, des années, en permanence. Donc en fait, ils sont faits pour ça. Et ils sont convaincus, donc à ce moment-là, la situation est vraiment complexe, parce que tu dois arriver à leur faire abandonner, entre guillemets, cette idée, alors que par définition, ils sont faits pour poursuivre leur intuition. Il y avait 2 points que tu évoquais. Le premier, c'est comment arriver à être objectif dans la discussion qu'on a et sortir du cadre « c'est mon avis versus ton avis ». La data est un moyen, les retours utilisateurs. Est-ce que vous aurez une espèce de toolkit à donner justement pour contre-argumenter face à quelqu'un qui est résilient
par nature? Alors moi, j'ai tendance à utiliser le joker, on va demander à l'utilisateur, user test. Et en fait, je me suis déjà fait piéger. En fait, je pense que c'est un joker à manier avec précaution. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé que le fondateur me dise « Super, je vais demander aux utilisateurs ». Et donc là, c'est mortel parce qu'en fait, il va demander à sa famille, Biais de confirmation. ses amis, biais de confirmation. De toute façon, le fondateur est soumis à plein de biais, donc il faut qu'il en soit conscient. Donc famille, amis, même s'il demande à des utilisateurs ou des clients, il va prendre les gens qu'il connaît depuis longtemps, qui sont là depuis le début de la plateforme. Et comme il est fondateur, les gens ne vont pas lui dire non. Donc en fait, tout le monde va lui dire soit rien, soit oui, c'est une bonne idée, essaye. Et donc il faut absolument, dans ces cas-là, arriver à s'assurer que la partie user research, elle est faite par les équipes, avec une vraie méthodo, un vrai ciblage, un vrai questionnaire. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où le fondateur revient en ayant effectivement même fait des entretiens, mais qu'avec des amis à lui. Et donc forcément, il te dit, ben voilà, go quoi. Donc ça, je pense que ça fait partie du toolkit classique, mais il faut arriver à bien l'amener et à faire porter ce process par les équipes. Et après, je pense que si on arrive à un point où vraiment il faut y aller, quoi, parce que bon, il y a un moment donné, c'est quand même lui qui va avoir lui ou elle qui va avoir le dernier mot, hein, c'est sa boîte. Je pense que nous, notre rôle aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on peut réduire le risque au maximum, comment est-ce qu'on peut commencer petit, pour essayer du coup d'arriver à la conclusion qui est de dire c'était pas une bonne idée, mais le plus tôt possible avec des vraies preuves tangibles. Et là, je pense que notre expertise product, elle peut vraiment aussi apporter de la valeur. Et au lieu de passer 1 an à développer une idée avec 50% de nos ressources, on va passer 3 mois avec 2 développeurs en mode un peu projet hackathon, quoi. Ce qui est souvent en phase avec l'état d'esprit entrepreneur, MVP, on teste, on voit, on itère si jamais ça ne va pas, plutôt que de se dire on part dans un cycle d'1 an de développement. C'était le deuxième point que j'avais noté qui était, alors du coup Stéphane, tu as cette expérience et Pauline, ça m'intéresse de savoir si tu penses que c'est le fait d'avoir été toi-même créateur d'entreprise, est-ce que ça te permet de mieux comprendre justement qui tu as en face de toi? Et est-ce que Pauline, toi, tu as l'impression que finalement, ce n'est pas nécessaire parce que tu as suffisamment d'empathie, c'est ce que tu expliquais aussi, pour t'aligner et faire confiance quand il y a besoin de faire confiance? Je pense que quand on n'a pas créé sa boîte, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, il faut juste avoir beaucoup d'empathie et rester très humble. Donc non, moi, je prétends pas du tout savoir ce que c'est d'être... Ouais, mais néanmoins, tu l'as dit, je n'avais pas insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'à la fin du fin, c'est sa société, c'est sa vie, il y en a qui m'ont dit c'est mon patrimoine, donc c'est tellement important pour eux que notre rôle à nous, à un moment donné, c'est d'être bons soldats et d'aller dans le sens du fondateur. Alors, en même temps, c'est notre devoir de dire je pense que ce n'est pas une bonne idée, tu le dis 1 fois, 2 fois, tu argumentes, et puis après, il faut lâcher l'affaire et avancer, parce que c'est aussi comme ça qu'une boîte avance. Une nouvelle fois, ils ont prouvé par le passé qu'ils avaient eu les idées, le product market fit, la résilience pour amener la société où elle est. Et donc, on doit leur faire confiance. Ouais, c'est ces fameux 15% où voilà, tu n'es peut-être pas d'accord, mais tu fais confiance et vas-y. Ouais, ou même sur les 10 derniers pourcents après. Même les 10 derniers pourcents. Après, dans ta question, il y avait un autre point oui. qui était le fait de bypasser les équipes. Oui, j'allais y venir, mais vas-y. Si tu veux. Non, ça arrive aussi. Ça, pour moi, c'est un peu plus rédhibitoire. Parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est de la psychologie de base. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des équipes engagées sur le long terme, quelle qu'elle soit, si tu commences à bypasser. Dans ce cas-là, c'est notre rôle d'amener ça sur le terrain plus de la motivation des équipes, du management, et pas le terrain de l'efficacité immédiate. Il y a aussi un espèce de fantasme de se dire, si moi, fondateur, je vais expliquer directement mon idée aux équipes, ça va aller plus vite. Moi, j'ai vu des cas où le fondateur expliquait son idée en 2 semaines, il prenait le projet d'ailleurs même en direct, et du coup, 6 mois après, les équipes traînaient toujours des pieds, le truc n'avait pas avancé, alors qu'en fait, la même idée aurait pu mettre 3 mois à émerger des équipes, pour caricaturer, et 3 mois à être délivré, et au final, ça aurait pris moins de temps, et ça aurait été plus efficace. Donc ça, c'est aussi hyper difficile de faire comprendre à un fondateur qu'il n'est pas Superman, il ne peut pas tout faire. Donc soit effectivement, on est à un stade hyper early stage, où il fait tout, il construit tout, il décide à 3-4 personnes, mais quand tu es dans une société avec 100, 200, 300 personnes, c'est plus possible. Donc à ce moment-là, même si ça prend plus de temps d'arriver à faire la conduite du changement, briefer les équipes, décliner la vision, voilà, ça prend plus de temps au départ, mais ensuite, ça permet d'aller plus vite et d'aller plus loin, à mon avis. En tout cas, moi, je l'ai vécu réellement sur vraiment des projets qui sont allés dans le mur parce que le fondateur avait l'impression que ça allait aller plus vite s'il le prenait, lui, en direct. Ça t'est arrivé aussi, Pauline? Ouais, alors moi, du coup, c'est plus aussi d'un point de vue humain.
où parfois en fait c'est dur de se prendre le fondateur en direct. Quand on n'est pas habitué à gérer. Donc quand on est 15 dans l'open space, ça va. Et puis après, il y a un moment donné où le fondateur, il a quand même cette stature en fait, de CEO fondateur et il peut, même avec toute la bienveillance qu'il a, faire peur et stresser les gens. Moi, j'ai été dans des cas où effectivement, de manière totalement involontaire, il a mis des gens dans des états de stress et de panique en allant les voir en disant pourquoi est-ce qu'on a autant de bugs, c'est quoi tous ces bugs, parce que lui il se prenait une couche de stress par rapport à ça, mais arriver face à une product manager complètement junior et sortir ça, après il y a le service après-vente à faire de notre côté. Et donc là c'est aussi le sensibiliser sur le fait qu'en fait c'est pas constructif et qu'en plus ça fait du mal aux gens avec qui il travaille en fait. Donc, il n'y a pas seulement ce côté efficacité projet à long terme, il y a aussi le côté humain de dire à un moment le fondateur il a quand même une autorité et il peut être assez intimidant pour les équipes qui ne l'ont pas connu dans un contexte où on était 15 autour de la table à manger le midi, quoi. Il n'y a pas forcément ce recul en termes de seniorité aussi de la part des équipes sur dire ok, je prends la demande, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire je la prends, je la log quelque part, je te rassure sur le fait qu'on va la traiter. C'est plus si le fondateur me le demande, j'imagine qu'il faut que je le fasse maintenant, je laisse tout tomber. Exactement. Nous, c'est un peu notre rôle aussi de faire la traduction entre le message du fondateur et ce qu'on va apporter aux équipes avec un timing qu'on va sentir approprié, un ton, etc. qui est aussi... voilà, c'est beaucoup de notre job. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de relations directes entre les fondateurs et les équipes. Enfin, D'accord. Donc ça, c'est vraiment, il y a une différence entre les deux. Pour le coup, moi je pense que c'est hyper sain et il faut encourager le fait que, quel que soit le niveau de maturité de la société, il y a toujours des relations directes entre les product managers, les product owners, les designers et les fondateurs. Donc ça, c'est hyper important. Et même les équipes en ont besoin de sentir que leur travail est important, il est considéré, et que les fondateurs s'y intéressent. Et donc du coup, notre rôle, c'est justement, enfin je rejoins ce que tu disais, c'est justement de faire un peu la traduction, de faire des fois le service après-vente, parce que nous, on a les clés, on a les codes. Et d'ailleurs, notre travail, il est plus vis-à-vis des équipes que vis-à-vis des fondateurs. Entre guillemets, c'est à nous ensuite d'aller expliquer aux équipes comment avoir une communication efficace, qu'est-ce qui est important pour le fondateur, et les fondateurs qui sont hyper orientés chiffres, qui vont avoir un moment précis, une préoccupation, parce qu'ils en ont discuté dans un board sur un KPI en particulier. Et donc c'est à nous de préparer les équipes pour leur dire, voilà, s'il vient de te parler de tel sujet, voilà ce qu'il a en tête en ce moment, ou même quand il prépare par exemple une présentation auprès des fondateurs. En même temps, il y a de l'autonomie, et donc on laisse les équipes gérer la préparation tout seul. En même temps, notre rôle, c'est à un moment donné de revoir aussi, par exemple, la présentation pour leur dire ça, il faudrait que tu le présentes un peu différemment, que tu utilises des mots différents. Parce que nous, on connaît les fondateurs intimement, on va dire, et on sait que l'impact, il sera totalement différent. Surtout, en général, ils ont peu de temps, donc en fait, il faut que la communication elle soit hyper efficace et hyper ciblée. Et c'est vraiment notre rôle de les aider, de les coacher pour que cette relation elle se passe bien. Ça, c'était un point dans la préparation que tu avais évoqué, Pauline, qui était une partie, voire mon job, c'est de faciliter justement l'accès, faire en sorte que ce soit simple pour le fondateur d'avoir accès aux informations pertinentes qui l'alimentent pour prendre ses décisions. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ? Oui, moi je pense que mon rôle, c'est d'être un peu au service du fondateur, parce qu'en fait, encore une fois, il gère... il enchaîne la design review produit, puis après il est en design motion, puis après il est en marketing, puis après il est avec le VP Sales. Et en fait, sa journée, c'est un marathon. Et donc moi, mon devoir, c'est de faire en sorte que le temps que j'ai avec lui ou le temps qu'il accorde au produit en lisant un Slack, un mail, etc., il soit le plus rentable possible. Et pour ça, mon rôle, c'est de trouver vraiment les formats qui lui conviennent, que ce soit pour avoir accès à la data, au récap de call utilisateurs, de la user research, aux maquettes sur lesquelles on est en train de travailler. Il faut vraiment que je comprenne qu'est-ce qui fonctionne pour lui, que je fasse ce extra mile qui permet de lui donner facilement accès, quitte à faire des formats uniquement pour lui. Moi, je pense que ça vaut le coup de parfois faire une réunion uniquement pour lui, d'envoyer un mail de récap de la semaine uniquement pour lui, parce que, encore une fois, il doit gérer tellement de sujets que c'est gagnant-gagnant, quoi. Si je lui rends l'accès facile, on va être mieux aligné, on aura moins de débats et je vais perdre finalement moins d'énergie après dans d'autres contextes parce qu'on se sera beaucoup mieux aligné grâce à toutes ces petites choses, toutes ces petites graines que l'équipe produit aura semées un peu pour lui, quoi. Et ça, c'est vraiment à faire au fil de l'eau. Enfin, je sais qu'il y a eu un débat dans la communauté à un moment donné sur est-ce que le CPO, le VP Product a une utilité ? Des gens qui ont pris la parole pour dire une fois que la culture produit elle a été diffusée, que les process agiles sont là, que tout roule, il n'y a plus besoin de CPO ou de VP Product.
Moi, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, c'est un travail au fil de l'eau, on va dire. Et notre rôle, c'est vraiment faciliter au quotidien, comme disait Pauline, faire des formats adaptés. De toute façon, les équipes, elles tournent, donc il y a toujours effectivement la culture à relancer et les équipes à gérer. Donc je pense que voilà, au-delà de l'aspect conviction produit sur le fond, on a un rôle d'accompagnement des équipes au quotidien. Est-ce que ça inclut, tout à l'heure on parlait de... il est sur énormément de sujets différents, il ou elle est évidemment énormément sur de sujets différents, et du coup il peut être à un moment donné, le fondateur peut être éloigné de la réalité de la complexité du produit aussi. Et dans ces retours, cette espèce de finesse qui se développe par la construction de l'entreprise, hein, est-ce que ça fait aussi partie du rôle et justement de la justification d'une personne produit, responsable produit, d'expliquer et d'expliciter un peu plus cette complexité-là, ou pas? On a tous vécu, moi la question qui revient systématiquement, quel que soit le contexte, c'est comment améliorer la vélocité des équipes, pourquoi ça prend autant de temps. Souvent d'ailleurs plus sur la vélocité que la qualité. Je pense que les messages sur la qualité sont suffisamment pris de base par les équipes pour que de toute façon la qualité en général elle est relativement bonne. Mais la vélocité, ça reste un sujet parce qu'en fait, le référentiel du fondateur, c'est l'époque où il a commencé, où en fait tu t'asseyais sur le coin d'un bureau et tu prenais les décisions, voire tu développais toi-même. Et donc effectivement, moi ça m'est arrivé de retrouver dans des situations où le fondateur te dit mais en fait, ajouter un bouton sur la page et une condition, on fait un if then, on met un carré et c'est fini quoi, et ça prend 10 minutes. Ouais. Est-ce qu'il a tort fondamentalement? Je pense que oui, il a tort fondamentalement parce qu'en fait la société n'a plus la même taille. Et en fait c'est une vision très... unitaire de la chose. Quand tu fais du développement, tu as la conception, les effets de bord, la documentation, les tests, le déploiement. Enfin, quand tu arrives dans un niveau de maturité de société, taille de société un peu avancé, tu as toutes ces tâches-là qui de toute façon prennent du temps. Donc ramener la tâche à réaliser à juste le petit bout de développement à faire, ça n'a pas de sens. Mais ça, pour moi, ce n'est pas uniquement aux responsables produits de le faire. Souvent, d'ailleurs, les CEO fondateurs, plutôt que d'aller voir le CTO, vont voir le CPO pour lui dire comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Et pour moi, la réponse, c'est une réponse commune, tech-produit. Cette éducation-là, pour moi, elle doit être collective. Il faut la jouer collectif. Et ce n'est pas au CPO, VP Product d'aller répondre tout seul sur ces points-là. Je suis tout à fait d'accord. Je me suis retrouvée dans une situation chez Balinea où la vélocité devenait un sujet 100% produit. Ouais. Et ça nous a mis dans une situation infernale en vrai. Parce que du coup, il y avait les techs contre le produit, comme si nous, on avait genre, un intérêt plus fort qu'il y ait des choses intéressantes qui sortent pour nos utilisateurs. Enfin, ça a créé une situation vraiment pas très sympathique. Et du coup, je pense que moi, j'ai la chance chez PlayPlay d'être arrivée assez tôt et d'éduquer le fondateur aussi un peu au fur et à mesure. Donc nous, on a des points delivery avec les 3 managers de la delivery, parce que nous, il y a un VP produit, CTO et un Head of Motion. Et donc, on a toutes les semaines un point sur lequel on peut aussi lui expliquer quelles sont les difficultés qu'on rencontre, pourquoi est-ce que ça a du retard. Et ça contribue à faire en sorte que le gap ne s'agrandisse pas trop vite entre la réalité et sa compréhension, quoi. Moi, ça m'arrive de retrouver dans une situation où les fondateurs reviennent à l'époque Benny où ils faisaient des trucs à 2, 3, 4. En se disant non, on va le faire sur une partie de l'expérience sur laquelle il n'y a pas d'impact, on est indépendant. Et puis en fait, la vérité, c'est que tout de suite, il y a des effets de bord. Et donc en fait, ils se rendent compte assez rapidement que cette époque-là, elle est révolue, quoi. C'est plus possible d'aller vite sur des petites parties de l'expérience qui en plus, de toute façon, comme ce n'est pas le cœur de l'expérience, ça n'aura pas de toute façon un impact suffisant. Donc je pense qu'il faut les aider justement à leur montrer que au final, on n'est pas là pour gagner 1 ou 2 semaines près. Alors, il y a des business sur lesquels il y a des temps forts, il y a des dates de lancement, parce qu'il y a des plans marketing très précis. Mais en vrai, en général, on n'est jamais à 1 semaine, 2 semaines ou même 1 mois près. Il vaut mieux shipper une nouvelle feature ou un nouveau produit avec un bon niveau de qualité 1 mois après, plutôt que de le faire, même si c'est un MVP, hein, ça n'aurait pas en cause la prochaine MVP, plutôt que de se précipiter pour tenir des délais qui en fait n'ont pas de sens. Ça vous paraît être des traits de caractère communs, alors on fait une généralisation malheureusement là, mais un peu à tous les fondateurs. Est-ce qu'il y a moyen de se prévenir de ça? Demain, je change d'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez des tips pour reconnaître les attentes que je dois avoir vis-à-vis d'un fondateur, les no-go? C'est attention, si là ou s'il est là, ces traits de caractéristiques-là, n'y va pas parce que c'est sûr que ça va être
compliqué par la suite? Est-ce que vous pouvez donner des conseils par rapport aux attentes à avoir vis-à-vis de fondateurs avant de rejoindre une entreprise? Moi, dans les stades un peu early, c'était surtout le fit en fait, donc le fit humain et la vision produit. Est-ce que j'avais des étoiles dans les yeux quand cette personne me parlait de sa vision produit, parce que c'est ça qui va me faire me lever le matin. En vrai, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un fondateur très raisonnable, qui délègue, qui donne beaucoup d'ownership et qui est en même temps passionné par le produit et qui a une vraie expertise dans ce dont il parle. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, c'est surtout le fit et la vision. Après, je pense qu'il faut aussi avoir des attentes assez réalistes face à ces personnes. Un fondateur, ça reste un fondateur ou une fondatrice, ça reste un être humain. Ils ne seront pas parfaits, ils auront des qualités et des défauts. Et donc, il ne faut pas non plus en attendre trop. Et il faut aller chercher aussi ce qu'on ne trouve pas auprès de notre fondateur ailleurs, en fait. Typiquement, généralement, le fondateur, c'est votre manager. Le management, quand on est déjà fondateur et CEO, c'est rarement une priorité. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir aller chercher des relais de ce qu'on peut trouver avec un manager, de croissance, développement personnel, etc., avec d'autres choses, donc la communauté, des pairs, un mentor, etc. Moi, je pense que c'est important effectivement de se renseigner. En fait, autant les startups, elles vont prendre des références quand elles embauchent un candidat. De la même manière, quand on est candidat, il faut prendre des références sur la startup et les gens qui la composent et les fondateurs. Moi, je pense qu'il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le niveau de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, même en phase préliminaire, il faut que le fondateur il partage sa vision. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des fondateurs qui ne partageaient pas, par exemple, des informations sur leur stratégie, parce qu'ils considéraient que c'était confidentiel. En fait, tout le monde était au courant. Et donc ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Ou effectivement, un fondateur qui est connu pour bypasser systématiquement ses équipes produits et être vraiment trop dans l'excès. Donc ça, effectivement, c'est un showstopper. Mais effectivement, comme le dit Pauline, en général, c'est plus une question de fit. Et après, voilà, il faut effectivement être aussi réaliste sur le fait que même si un fondateur te dit qu'il va déléguer, tu sais qu'il va falloir faire tes preuves, il va falloir l'aider à déléguer, il va falloir lui donner confiance. Donc ce sera aussi un travail à faire de ta part. Il ne faut pas tout attendre du fondateur. On arrive à la fin du talk. Pour conclure, rendre ça vraiment actionnable pour les gens qui nous ont écoutés et regardés, est-ce que Pauline, Stéphane, vous pourriez nous donner chacune 5 tips activables? Une espèce de résumé des choses à retenir dans la gestion de la relation. Ouais. Alors moi, je dirais l'humilité. C'est-à-dire que nous, on arrive à un instant T, on repart à un instant T plus X années. Cette personne, comme disait Stéphane, c'est sa vie, sa famille, son patrimoine. Il faut vraiment respecter ça et finalement rien leur imposer. La deuxième chose, c'est choisir ses combats. Parce qu'il va y en avoir où il va y avoir un attachement émotionnel, affectif, vraiment beaucoup trop fort de la part du fondateur. Et donc, il ne faut pas perdre son énergie et son temps. La troisième chose, c'est faire le extra mile pour moi, lui apporter la bonne information sur le bon format, au bon moment, par les bons canaux. Ça, je pense que c'est important. La quatrième, c'est ne pas attendre sa vision ou sa stratégie, mais aussi construire la nôtre et nourrir sa vision et sa stratégie avec nos propres réflexions. Parce qu'à un moment donné, on va avoir une connaissance de la data, des utilisateurs et peut-être même du marché qui sera plus fine que la sienne. Et le dernier point, c'est que ça reste un être humain qui n'a pas de manager, qui n'a pas de one-one. On ne va pas lui demander comment ça va, quelles sont tes émotions du moment. Il va se prendre juste beaucoup de stress de partout. Donc avoir de l'empathie et lui demander comment il va, je pense que c'est pas mal aussi. Très bien, merci Pauline. Stéphane? De la même manière, pour résumer ce qu'on a déjà dit, donc je pense qu'il y a à faire confiance. Au final, le fondateur, il a l'expertise, l'historique, donc il faut lui faire confiance dans la majorité des cas, dans tous les cas. Je pense qu'il faut être positif. Donc on ne peut pas avoir une relation constructive si on commence toujours par dire non ou attends, je vais t'expliquer, c'est compliqué. Donc il faut être positif et au final être bon soldat, et c'est comme ça que ça marche. Je pense qu'il faut objectiver les discussions, donc avec de la data, des études de marché, des tests utilisateurs. Donc ça, c'est aussi hyper important. Même s'il est moins sensible à ce type de données, il faut quand même objectiver, c'est notre rôle. Il faut fixer les règles du jeu au départ. Il ne faut pas hésiter à explicitement dire voilà comment je voudrais que la relation fonctionne,
Fixer des objectifs aussi, être hyper clair sur la fixation d'objectifs. Souvent, c'est des problèmes les problèmes relationnels peuvent être des problèmes de communication. Donc en fait, il faut insister à fond sur la communication. Merci beaucoup. Merci à tous les Gabriel. deux. Merci beaucoup.